Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 février 2022. Alors, ceux qui m'ont suivi l'année dernière, lors de cette fameuse séquence que j'ai appelée la séquence obsédionale, c'est-à-dire la littérature de siège, qui a duré un peu plus de 120 jours, suis-je en voie de recommencer ceci en disant que je vais être avec vous jusqu'à la durée, jusqu'à la fin de la guerre. Ou encore, le programme sera interrompu brutalement par l'usage des armes nucléaires. Je vais vous parler un tout petit peu de l'Ukraine, de ce que... Non pas tant de ce que des niveaux de l'information à circule, des experts de toute obédience se prononcent. On a des avis qui sont parfois nuancés. Beaucoup se réjouissent en tout cas que enfin l'Europe est sur le point de se doter d'une armée conséquente. C'est une crise et une crise, c'est une occasion. C'est une occasion à saisir. On le voit dans nos vies privées, on le voit dans la vie des peuples, dans la vie des collectivités. Surgit un événement majeur et c'est le moment de transformation. C'est le moment de créer quelque chose. Sans doute, nous sommes dans ce genre d'événement, de point de bascule, où plus rien ne sera pareil après. Déjà, depuis 5 jours, le monde n'est plus le même. C'est clair. Mais ce qui me frappe, c'est... Bon, vous le savez, vous êtes des lettrés, vous avez lu Junger, vous avez lu Drieux-La Rochelle, vous avez lu certains auteurs qui ont fait l'apologie de la guerre, qui ont dit que c'était un grand moment dans leur vie, que c'est un moment où l'homme est appelé, où l'espèce humaine est appelée à se dépasser. Il y a Jacques, qui se reconnaîtra, qui me parlait de Zelensky et qui me confiait à quel point il était admiratif de Zelensky. Et, et que Zelensky, qui est président de l'Ukraine depuis quelques années, j'ai cru comprendre, 2 ou 3 ans, avait, qui est un comédien de, de bas niveau. Il me racontait qu'il avait commis des sketchs où il jouait du xylophone avec son zizi. Alors, c'est assez inimaginable d'imaginer, c'est assez incongru d'imaginer un type qui fait ce genre de choses et qui tout à coup tient tête à l'armée russe. Comme quoi, alors oui, une mue profonde, qui avait beaucoup appris sur lui, Zelensky, et qui s'était métamorphosé. Les circonstances historiques peuvent faire de telle sorte qu'un homme peut être peut donner toute sa mesure. Alors des situations extrêmement graves peuvent obliger à un dépassement. Sans doute, nous, appartenant aux démocraties libérales, n'avons qu'en tête de rester vivants le plus longtemps possible, quoi qu'il nous en coûte, et de rester dans le confort le plus longtemps possible. C'est sûr, souffrir, c'est pas un idéal de vie. Mais Bouddha, qui n'avait pas connu la souffrance, est sorti de son jardin pour expérimenter cette chose-là qui nous rend autres, qui nous rend humains, qui nous offre des occasions de nous dépasser. Alors j'imagine l'état d'esprit, une espèce de fièvre qui s'est emparée du peuple ukrainien, où des récits commencent à se créer, des récits d'héroïsme. Une mythologie est en train de se mettre en place, une sorte d'effervescence de l'esprit et de l'imaginaire, où la peur cède de la place à une sorte de goût démesuré de vivre. Et
de mourir, d'avoir des raisons enfin de mourir. Mourir pour rien, mourir dans son lit, mourir en ayant peur de la mort. Là, c'est une expérience collective que vivent les Ukrainiens. Une expérience collective qui rédime la peur personnelle. Des fois, je me demande même si notre instinct notre pulsion d'autodestruction, qui nous conduit très loin, hein, nous sommes peut-être au bord d'une apocalypse, c'est-à-dire d'une révélation de Dieu, eh bien, que ce désir-là d'être annihilés tous ensemble, c'est une façon d'éradiquer notre propre mort. Notre mort va se fondre dans un grand tout collectif. Notre mort individuelle sera diluée. Je me demande parfois. Les nouvelles sont plutôt accablantes sur un autre plan, sur le plan écologique. Aujourd'hui, le GIEC a rendu son rapport. D'après les scientifiques, l'espèce humaine, si rien n'est fait, n'en aurait encore que pour 20 ans. Alors c'est sûr, une jeune personne de 20 ans qui entend ça peut se dire, mon espérance de vie, ben, elle va être comparable à celle des gens qui vivaient au Moyen Âge. Mourir à 40 ans au Moyen Âge, c'était vieux. Une sorte de nouveau Moyen Âge technologique. Alors je veux juste revenir un peu sur ce que me confiait cet ami qui se reconnaîtra. Les Russes ont peur aussi. Il y a des contacts, on ne dirait pas davantage. Il y a des contacts en Russie. Et les Russes ont peur que leurs dirigeants les entraînent en enfer avec eux. Et déjà, les effets des sanctions économiques se font sentir durement. Et que oui, peut-être il pourrait y avoir peut-être un putsch ou peut-être une révolution de palais, c'est-à-dire lui offrir au maître du Kremlin un sauf-conduit avec ses roubles et en fait convertis sans doute en dollars américains et qu'il irait passer des jours paisibles en toute sécurité dans quelques pays des Émirats arabes. Alors oui, les nouvelles sont vraiment très inquiétantes. Mais je demeure stupéfait, je demeure ému également de voir l'effervescence de ce peuple-là. Il y a une leçon ici que tout un chacun se prend. On n'est plus dans l'ordre des discours. Là. Je peux personnellement sentir cette énergie. Vous me direz, oui, un libraire d'occasion et d'ancien dans sa petite boutique peut ressentir ça. Ça dépend de notre passé personnel. Ça dépend du parcours de vie. Il suffit d'avoir connu quelques expériences limites dans son existence pour être capable de se projeter dans certaines situations. Bon, je n'élaborerai pas ici ce soir là-dessus. Je vais revenir aussi sur la bibliothèque dont je me suis porté acquéreur. On va rester dans la littérature ce soir. On va rester au fond dans notre grande passion. Je vais revenir donc sur cette bibliothèque parce que l'analyse d'une bibliothèque... Bon, j'ai terminé l'autopsie. Ça ressemble à ça d'une certaine manière. J'ai terminé l'analyse. Alors, ça consiste en quoi une analyse de bibliothèque? Je vais vous dire ça. De cette bibliothèque qui a appartenu, parce que maintenant, il s'est défait. Je dirais, de ce que j'ai pu voir là, dans les diverses pièces où il y avait des livres, des 2/3 de sa bibliothèque. Alors, il y avait une bibliothèque de 3000 livres. Ce qui est correct, mais ce que j'ai compris aussi en analysant sa bibliothèque, c'est que c'est un lecteur, c'est un bon lecteur, mais c'est surtout un auteur. Alors, il a donné beaucoup plus de
de temps à son travail d'écrivain qu'à son travail de lecteur. Mais c'en est un. C'est même un lecteur rigoureux, un lecteur de pointe. C'est pas un dilettante. Contrairement peut-être à celui dont je vais vous parler ce soir, mais qui était pas un dilettante, mais en tout cas qui se prétendait comme tel d'une certaine manière. Mais il y en a qui sont modestes aussi. Alors donc, en analysant cette bibliothèque, et je lui suis gré aussi de ne pas avoir arraché les pages de garde où on y retrouve des dédicaces. Vous, peut-être en jugerez que se défaire de sa bibliothèque et de laisser des livres qu'on nous a offerts, c'est peut-être une sorte d'inélégance. Il y a une sorte d'indifférence souveraine dans ce geste-là. Et il faut voir aussi l'âge du propriétaire. Je pense qu'il vient un moment où même peut-être ses propres livres finissent par se détacher de soi. C'est Sartre qui, à l'approche de la cinquantaine, disait que s'était débarrassé de sa névrose littéraire. S'était débarrassé de toutes ces considérations-là, du grand écrivain qu'il voulait être. Il voulait être Chateaubriand et Spinoza, Sartre. À 20 ans, c'était son idéal de vie, être Chateaubriand et Spinoza. C'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, il l'a été. Même si aujourd'hui, plus personne ne lit Sartre ou presque. C'est une erreur. Il y a des choses extraordinaires dans Sartre. Mais dans le monde post-littéraire dans lequel nous sommes, selon Phil Kincaid, évidemment, un Sartre, on lui préférera évidemment un Albert Camus plus politiquement correct, j'aurais envie de dire. Alors, de cette bibliothèque, je vais de 2000 livres, il y en a peut-être autour de la moitié peut-être, qui va trouver place dans les rayons de la librairie. L'autre moitié, soit les livres sont abîmés, soit ce sont des auteurs qui n'ont plus aucun retentissement, qui sont arrivés, parce que la plupart des auteurs ne restent pas. C'est la grande leçon du métier de libraire d'occasion et d'ancien. Et je comprends aussi que les libraires de livres neufs regardent d'un drôle d'œil ce qu'on fait. Parce qu'au fond, nous, on est comme on est comme des portiers de purgatoire, je dirais. Mais la plupart des livres ne vont pas au purgatoire. La plupart des livres retournent dans les limbes. Ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas rester dans une sorte de demi-vie, dans la pénombre des bibliothèques. Ils vont simplement se dissoudre. En fait, l'oubli pour un livre, c'est l'équivalent de la mort collective pour les êtres humains, au fond. Certains livres, c'est comme si non seulement ils n'ont jamais existé, mais ils vont disparaître dans un magma de poussière. Et l'auteur, donc, j'ai pas fini d'analyser sa bibliothèque. Je vais vous montrer cependant 4 livres que j'ai décidé. Il y en a peut-être une petite douzaine que je vais conserver pour moi. Eh bien oui, c'est les avantages du métier que je pratique. C'est que j'ai priorité sur une bibliothèque de 2000 livres, j'en garde 10, vous en conviendrez avec moi, que c'est somme toute assez peu, je me montre raisonnable. Mais je vais vous en montrer 3 et demain, tenez, je vais être gentil avec vous, je vais vous montrer les autres que je garde. Et qui vont aller se fondre dans ma propre bibliothèque. Alors, il y a ceci. C'est l'exposition Jean-Benoît et Mimi Parent. Alors, je vous en ai parlé à quelques reprises de Jean-Benoît et Mimi Parent qui ont appartenu à la 3e et dernière génération de surréalistes. Jean-Benoît, c'est lui qui a célébré le 200e anniversaire de la mort du marquis de Sade avec un fer rougi. Il s'est tatoué, en fait, avec un fer chaud, un fer brûlant. Il s'est tatoué les initiales de Sade sur le... On considère que c'est le premier événement de body art. Alors, on voit ici, on voit la photo des deux.
Mimi Parent et Jean Benoît. Alors, c'est le catalogue d'exposition qui s'est tenu à Paris en avril et juin 2009 à l'espace Berggruen. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais c'est ce que je vais m'empresser de faire quand j'aurai conclu cette petite vidéo. Michel Ragon. Michel Ragon, c'est le grand spécialiste de l'art abstrait. Il a fait une monumentale monographie en 5 tomes de l'art abstrait qui fait autorité. C'est également un spécialiste aussi de la Commune de Paris. C'est également aussi un historien de l'architecture. Et le cas de Ragon est assez particulier parce qu'il a abandonné l'école à l'âge de 13 ans. C'est un autodidacte. Alors, il a écrit aussi beaucoup sur sa famille. Et ça, semble-t-il, trompe-l'œil, c'est son premier roman. C'est un roman à clé, ce que j'ai cru comprendre en lisant la 4e de couverture, où il raconte ses personnages, des peintres, et on y retrouverait, dissimulé sous un nom d'emprunt, Atlan, Soulages, Schneider, Polyakov et des marchands comme la vie de Cannes et des critiques. Alors bref, peut-être un livre qui... Je me fais une fête de lire ça parce que c'est sûr il va en profiter sans doute pour dire ce qu'il pense de manière à la fois plus dissimulée, plus franche, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait en tant que critique. Ah, une petite curiosité. Puis ça a un lien, hein, ce que je vais vous montrer, ça a un lien avec la suite. Philippe Solers, Le Parc. Philippe Solers, c'est son premier livre. C'est son premier roman à Philippe Solers. Non, c'est pas, je dis n'importe quoi. C'est Le Défi, son premier roman. C'est donc son 3e, publié aux éditions du Seuil. Mais après, je vais vous parler de celui qui a été le premier à l'avoir publié aux éditions du Seuil, bien entendu. Mais quelle est la caractéristique de ce Solers, dont je suis bien fier de posséder? C'est autographié. Alors, vous voyez. Alors, comme j'ai tout lu Philippe Solers, et j'ai bien hâte, son prochain livre va paraître dans les prochains jours, au début du mois de mars, alors que, évidemment, je vais me faire fort de le lire lors de sa parution. C'est ce que je fais avec Solers depuis 1986. Alors, c'est un long compagnonnage. En fait, c'est ce que... C'est un convive. Je vais revenir sur cette affaire-là du convive. Alors voilà, Le Parc. Alors voici le livre. Il est autographié. Alors, je ne vous le montrerai pas pour pas que vous reconnaissiez le destinataire. Mais ce que je crois comprendre, puisque tous les livres de Quérol, puisque c'est de Jean Quérol dont il est question, eh bien, sont autographiés. Alors, est-ce que je vais en laisser... Est-ce que je vais en garder... Est-ce que je vais tous les garder? Est-ce que je vais en proposer à la vente, à la librairie? Probablement un mix des deux. Le hic, c'est que Quérol, il n'y a plus personne qui le lit. Est-il dans les limbes? Est-il au purgatoire? Je pense que, en tout cas, on doit le relire. On doit le relire. Alors, je vais vous parler un peu de Quérol avant de vous lire quelques passages de ceci. Lecture. Alors, c'est un livre aéré. Je vais peut-être vous lire un seul chapitre. Oui, je vais vous lire un seul chapitre. Alors bon, un mot sur Quérol. Il est né en 1910, mais on dit aussi qu'il est né en 1911 sur Wikipédia. La plupart de mes sources sont prises sur Wikipédia. Et sur d'autres sites, on ne s'entend pas sur les dates. C'est assez curieux. On ne s'entend pas non plus sur la date où il a été emprisonné dans un camp. Le camp de
Mauthausen. Et ça a été une expérience extrêmement fondatrice dans le travail de Kérol, qui s'est engagé avec son frère euh, dans la résistance presque dès le début des hostilités. Il est bordelais, comme Philippe Solers. Et sur un site dont je vais vous mettre le lien en note de bas d'écran, Éclair Brut. Alors, c'est un site que je sais que les plus lettrés d'entre nous le connaissez. Éclair Brut, ils retrouvent des documents, des films sur des écrivains très, très importants, parfois oubliés. Et c'est vraiment très, très... c'est un site qu'il faut soutenir. On retrouve leur travail sur YouTube. Bon, alors dans un documentaire qui lui est consacré, on voit Solers, qui doit avoir à peu près la cinquantaine à ce moment-là, qui dit de Jean Kérol qu'il a vécu dans un corps d'oiseau joyeux et effrayé. Alors, on peut être joyeux et effrayé en même temps. C'est probablement ce qu'éprouvent là, nos héros ukrainiens. Alors donc, il est donc déporté au camp. Il en a ramené un film, un récit qu'il a coproduit avec Alain Resnais, et c'est Nuit et brouillard, que vous avez vu, qui est un documentaire qu'on a tous vu dans notre enfance, dans notre adolescence, hein, à cette époque où ouais, quand je pense, on est loin du safe space, là, parce que moi, je me rappelle avoir vu Nuit et brouillard, je pense que c'est en 6e année. Et vous l'avez vu aussi, vous aviez 11 ou 12 ans ou 13 ans. Hein, vous vous rappelez que ça débute, c'est un train qui, qui traverse une sorte de plaine verdoyante. On ne le sait pas, mais ce train se dirige vers la Pologne. Et sa destination finale, sans faire d'esprit malicieux, c'est Auschwitz. Alors, on passe d'une promenade de... Attendez, j'ai des petits problèmes encore avec mon ordinateur. J'espère que je ne me suis pas... Attendez, merde. Est-ce que je suis encore là? Ouais, je suis encore là, désolé, j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Il va finir par rendre l'âme. Alors donc, et vous vous rappelez la scène, on passe d'un paysage bucolique, apaisant, à des charniers. Le texte est magnifique. Il est de Jean Kérol. Et Jean Kérol a aussi co, co-réalisé avec Alain Resnais, toujours Muriel, qui est aussi l'histoire d'une sorte de métamorphose. Alors aussi, il a travaillé aux éditions du Seuil. Il a découvert quelques auteurs, Philippe Solers, Roland Barthes, Marcelin Plénet, Denis Roche, Mohamed Dib et Kateb Yassine. On lui doit aussi cette chose assez étonnante, le vocable lazaréen, et c'est toute la production artistique, littéraire, picturale, qui relate ou d'une manière soit subjective ou soit allusive l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, l'expérience limite des camps. Alors, on lui doit donc ce terme-là de littérature lazaréenne. Alors, on aura compris, Lazare, il n'est pas tout à fait... Lazare n'est pas un ressuscité. Lazare, il est entre la vie et la mort. C'est une sorte de zombie, au fond. Alors, il raconte aussi son influence principale. C'est Franz Kafka. À un point tel qu'il dit qu'il n'y a pas de différence, au fond, entre lui et Franz Kafka. Il est devenu Franz Kafka. Et de sa lecture de la
colonie pénitentiaire. Il a fait de Kafka son frère et il dit, c'est toujours dans Éclair brut, dans le documentaire Éclair brut, il dit que quand qu'on vit l'expérience concentrationnaire, euh, qu'on est enfermé, qu'on est reclus, qu'on est encellulé, que la première règle, c'est de bien se vêtir. La deuxième règle, ne jamais paraître misérable et affligé. La troisième règle, conserver sa mémoire et ses mots. La quatrième règle, ne pas penser à l'avenir, ni à sa famille, ni à son appartement, ni à ses biens, ne pas penser à ça du tout. Et la cinquième règle, ne jamais jouer à l'absent. Alors on devine, ne jamais jouer à l'absent, c'est une formule un peu énigmatique, qui pourrait dire en quelque sorte d'être intensément là. On ne peut pas jouir de ça, mais de ne jamais laisser sombrer sa conscience. Alors, pour revenir, il dit de lui, en tant que lecteur, qu'il n'a jamais souhaité lire autre chose que des lectures qui convenaient à sa complexion. Il n'a jamais souhaité lire autre chose que des auteurs qui lui ressemblent. Il n'a pas cherché à... Et qu'au fond, il a voulu s'entourer, il le dit, de convives. Et pour conclure sur ses influences, dans sa jeunesse, il a été très influencé par Rilke, Supervielle et Kafka, il va sans dire. Cependant, il se sent très, 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 très proche. C'est pour ça aussi que le fait qu'il soit un peu oublié m'apparaît assez étonnant. Il a été très, très, très proche de Blanchot, Beckett et Louis-René Desforêts. Alors, mais il est très proche aussi avec le nouveau roman. Sauf qu'il ne se jugeait pas ce qu'il appelle un écrivain froid. Lui, il est un nerveux, il est intense, il est frénétique. Il a beau être un oiseau effrayé. Alors, ce petit livre, lecture, alors c'est un livre sur, vous l'avez compris, la lecture. Alors, ce qu'on y trouve comme je peux vous lire, il y a ce qu'il appelle la fausse lecture. Je voulais un petit passage. J'ai lu, donc j'ai vu à tête reposée, les images d'une effrayante solitude à ma portée. J'ai déchiffré une partition. J'ai vu une silhouette faire les 100 pas en attendant, et je repars sur cette grande litière blanche que le livre m'avait préparée et que j'emporte, une litière souillée, ce fumier fragile où Job reconnaîtrait les siens. La vraie lecture. Attendez. J'avoue le livre. Je confesse ses pages. Je donne, à cause de lui, mes amis, leurs noms et leurs prénoms. Je murmure à cette fabuleuse oreille qui m'écoute mes négligences, et pourquoi pas, mes fautes, qui correspondent plus à l'état d'âme que celui-ci m'avait imposé. Peut-être devrais-je me faire le charretier de cet équipage, le passeur discret de ces idylles, un complice éphémère de ce vol avec effraction. Je suis toujours pris en flagrant délit dans une lecture, car le livre ne se tient que par notre insatisfaction, ne se retient qu'à notre jalouse expérience. Blesse-toi avec un livre. La lecture est le regard. La lecture m'aveugle avant de me retenir et tout bleuit jusqu'à la pourriture visible à l'œil nu. La lecture est l'ouïe.
entend l'océan battre les falaises. Il faudrait que le lecteur soit un romantique attardé ou un déprimé nerveux, tant la sonorisation du livre étourdit le bruit heureux de notre réveil. C'est assez fantastique, ça. La lecture et l'ouïe. La lecture et le personnage. La bonne et la mauvaise lecture. Pourquoi lire? Aussi, pourquoi lire à livre ouvert ce que notre mutisme dérobe à la créativité, alors que nous sommes entre les mains d'un professionnel qui s'en tire sans dommage? On nous laisse sur le sable, on nous tire vers une terre où nous devons faire nos premiers pas, car l'écriture s'impose et s'incorpore à notre existence. Nous sommes dessaisis de nos dossiers. Tout se passe en dehors de nous, dans ce no man's land où les écrivains sont écrits par nous. Livre perdu, puis retrouvé. Comment lire? Ah ça, comment lire? J'ai toujours cru que je lisais mal. Je dépassais les marges, le bord abrupt. Je pensais à des résumés où le récit me serait donné comme une intrigue dans un verger. Ah, l'ivresse du sucre sur les abeilles. Où les fruits seraient percés à mort par les insectes, où le texte porterait une rosée de sang à la place des épines. Ma lecture est féroce, soudaine, précipitée. Je saute des lignes pour mieux me désigner comme un possesseur qui plonge la main dans le désordre du premier trésor venu. Je mets à jour rapidement, je flaire la tendre mie comme le vieux crouton. Je hume la phrase au besoin, je la laisse en suspens pour l'ouvrir comme une huître au liseré vert et palpitant. Et pourtant le miracle se produit, même si on laisse le soin de mentir à l'auteur. Je ne savais pas à quel point j'étais lecteur, prenant la fausse monnaie pour de l'argent comptant. Je me procure, à bon escient, des sensations et des répulsions. Je me fais l'effet d'un bâtard qui reconnaîtrait sa mère dans la première personne venue, car parler est donner des signes de sa pensée, dit Géraud de Gordemoy en 1704. Lecture sans livre. Ah ben oui, la lecture sans livre, hein? On a tous connu ça. Le livricité. Le livre traduit. Le livre prêté. Les livres sacrés. Si le livre n'existait pas, la table des matières. Alors, je vous le remonte. Alors, c'est un tout petit livre. Vous avez entendu le ton, qui me semble d'une très, 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 très grande modernité. Hein? On a vu, vous avez entendu quels étaient ses contemporains immédiats. Ce sont de hauts contemporains. On n'est pas le contemporain on n'est pas le contemporain, dis-je, de Beckett impunément. Alors, ben voilà, peut-être que je vais vous en reparler, peut-être que je vous en reparlerai pas. Mais il disait de lui en conclusion qu'il lisait extrêmement vite, qu'il passait des passages, qu'il bondissait, qu'il lisait comme un, j'avais envie de dire, il lisait comme un cosaque. Il lisait carrément en passant des pages. Il lisait comme un fou, au fond, hein? Comme un ivre de vitesse.
C'est quand même assez étonnant. Il reniflait. Il se qualifiait de lecteur renifleur. Alors, hein? Euh, d'accord? Un lecteur renifleur, alors on peut imaginer. D'accord? En fait, ce que je viens de vous lire, eh ben, je viens de le lire dans la manière que lui lisait. Alors, bon, est-ce que le livre est terminé? Est-ce que je suis allé chercher ce que j'avais besoin dans ce livre? Sans doute pas. Ah oui, voilà. Alors c'est tout, c'est tout. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Ben, demain, je vais vous montrer ce que je retiens. Hein. Bon, je sais bien, on connaît tous la phrase d'Aristote. L'homme vertueux ne provoque pas l'envie, mais on est si peu nombreux à éprouver la démangeaison de l'envie euh, concernant les livres. Hein. Voilà, voilà, voilà. C'est tout pour ce soir. On va suivre encore de très près. On va assister, on va continuer à la fois trembler pour les Ukrainiens, les envier un peu aussi. L'impression qu'eux, enfin, vivent. C'est horrible, la guerre. Je sais, c'est horrible. Mais de ce qu'on peut lire et entendre, il y a, ils sont rentrés dans une sorte de logique. Hein, euh, ça prenait une guerre éclair, là, Poutine. Et on dirait qu'il ne l'aura pas, cette guerre éclair-là. Et les Occidentaux ont été extrêmement réactifs. Moi, j'en impute entre autres la faute à la pandémie. La pandémie a, a été bien gérée. Moi, je juge que les politiciens de nos démocraties libérales ont fait du bon boulot. Et je vais faire une dernière confession là, en quittant ce soir. Là. Moi, je suis extrêmement admiratif des politiciens. Je sais, genre, je crée... Dès que je peux dire ça, mais là, je vais le dire à plus de personnes, euh, aux gens qui fréquentent ma librairie ou dans ma vie privée, que je trouve que les politiciens sont extraordinaires de créativité, de résilience, de combativité, et que aux dernières élections à Montréal, la majorité des Montréalais ne sont pas allés voter. Or, la majorité des Montréalais sont propriétaires. Alors, je trouve invraisemblable qu'on possède un bien immobilier et qu'on ne se donne même pas la peine de se donner des idylles dignes de ce nom. Et l'argument qu'on entend, en tout cas ici au Québec, c'est que sont tous pareils, sont tous mauvais, sont tous nuls, sont tous voleurs, sont tous incompétents. Mais à ce moment-là, si on juge que les gens qui nous administrent avec notre consentement ne sont pas à la hauteur, eh bien, je pense qu'il y a le devoir de compétence, c'est-à-dire de les remplacer soi-même. Et de rester là comme ça, jugeant, jugeant de manière aussi radicale l'incompétence de nos politiciens, c'est pas juste une façon de se donner un beau rôle. C'est complicité. C'est pas juste de la négligence, c'est de la complicité. Alors, ben moi je vais voter, évidemment. Je m'implique auprès de ma communauté, évidemment aussi, ça va de soi. De toute façon, c'est le cas de toutes les librairies maintenant. Les librairies, c'est peut-être dans les commerces les plus étranges qui existent, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, par inclinaison d'abord, en tout cas dans mon cas, de se mouiller, de se salir les mains, d'être au cœur des affaires intellectuelles de la cité. Même si notre rôle est, euh, est quand même jugé par beaucoup assez secondaire. Mais imaginez un monde où il n'y a plus de librairie. Hein? Ça serait vraiment assez terrible. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, c'est ça. Alors, on va encore se réveiller en plein milieu de la nuit. Moi, en tout cas, je me réveille la nuit pour voir qu'est-ce qui arrive à l'Ukraine. Qu'est-ce qui arrive avec ce peuple qui est en train de fonder des légendes. Là. Ils sont en train d'écrire des épopées. Ils sont en train d'écrire
de la poésie. Ils sont... Je sais, il y a des enfants qui meurent, il y a des vieillards qui meurent, il y a des mères de famille terrifiées. Et c'est l'horreur absolue. Mais ils sont en train de donner un sens à leur propre mort. Enfin, je pense qu'on meurt de ne pas savoir pourquoi on meurt. Je pense que c'est ça. La mort vivante, là, c'est celle-là. Et on a perdu, hein, ce... Mais je ne crois pas qu'on se sacrifie volontairement. Je pense que ce sont les événements qui obligent au dépassement. Et les événements, dans le cas des Ukrainiens, ben, c'est les chars d'assaut russes qui sont entrés dans le pays. Les loups sont entrés dans l'Ukraine. Alors, c'était ça. C'était Jean Quérol, lecture. Et c'est tout pour ce soir. Alors, je vais partager en note de bas d'écran, si vous avez la curiosité d'aller voir ce documentaire qui lui est consacré. Et ainsi que Nuit et brouillard, je pense qu'on retrouve sur la chaîne, sur YouTube. Je vous remercie d'être avec moi et bonne soirée. Et à demain. J'aurais quasiment envie de vous dire jusqu'à la fin de la guerre. Mais là, ça serait insensé. Imaginez donc qu'elle dure des années, en admettant que c'est une guerre classique. Tous les soirs pendant 5 ans. Je pense que je serais assez fou pour faire ça. Puis je pense que certains d'entre vous seraient assez fous pour me suivre. Je suis pas... Mais c'est parce que je repensais à ça. C'est que l'année passée, il y a beaucoup de vidéos ont été consacrées à la Deuxième Guerre mondiale. Toujours sous l'angle de littérature de siège. Mais j'ai dû vous dire à quelques reprises que pour moi, la crise épidémique, c'était une crise systémique. Pour moi, c'est ce que je pense depuis la première heure du premier jour du confinement. J'étais convaincu qu'on entrait dans quelque chose d'autre. Et la pandémie n'est même pas terminée. Elle est peut-être en train de s'éteindre. Puis peut-être qu'en ce moment, il y a un variant qui va surgir d'Europe de l'Est. Hein? Peut-être un variant russe. Hein? La blague du virus. Encore, elle est facile. Puis peut-être que là, on va considérer, amenez-en des variants. De toute façon, on n'en a plus rien à foutre. On est passé à une autre étape dans la dévastation. Et je pense donc que nous sommes vraiment dans une crise systémique. Avec le rapport du GIEC aujourd'hui, je me dis, mais c'est comme qu'on va... Et puis, j'ai beaucoup de sympathie pour les jeunes générations. Les jeunes générations il y aurait le droit de tout casser, au fond. Il y aurait le droit de... Mais non. Enfin. Allez, là-dessus, je vous laisse pour de vrai, là.